Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment bien paramétrer son appareil pour la vidéo. Alors vous m'excuserez si jamais mon visage reluit un petit peu, mais il fait pétant de chaud pour le moment et donc du coup c'est un peu compliqué de ne pas transpirer. Bref, les joies de ceux qui vivent dans les combles. Comme je te l'ai dit dans le titre et dans la miniature et même dans l'intro de cette vidéo, on va parler de comment bien paramétrer son appareil pour avoir un rendu un peu cinéma. Et surtout, je vais essayer de t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut ou non utiliser ces règles-là. Premièrement, pour moi, ce qui est le plus important dans une vidéo ou même dans une photo, on va souvent faire le lien entre les deux, c'est d'avoir une image bien exposée. Ce que j'appelle bien exposée, c'est de ne pas avoir des zones toutes blanches ou des zones toutes noires. Les zones toutes blanches, on va les appeler cramées, les zones toutes noires, on va les appeler bouchées. Pour moi, une bonne image, c'est une image où tu vas avoir de l'information un peu partout. Tu vas avoir sans doute des zones un peu sombres et des zones un peu plus claires, mais pas toutes blanches ou pas toutes noires, c'est ça qu'il faut éviter. Et pour ça, comme en photo, tu vas utiliser ton triangle d'exposition. Ton triangle, il est composé de 3 sommets, les ISO, l'ouverture et ta vitesse d'obturation. Comme en photo, tu vas pouvoir bouger les 3, mais il y en a un, la vitesse d'obturation, qui va être un peu plus délicat à bouger. Je vais t'en parler en dernier. On va commencer par l'ouverture, là c'est à toi de voir ce que tu veux, comme en photo. Soit tu prends une grande ouverture, f2, f1.8, f1.4 pour avoir une zone de netteté toute petite, soit tu prends une petite ouverture, comme en photo, f8, f11, f16, de façon à avoir un maximum de netteté sur toute ton image. Pareil pour les ISO, plus tu les baisses, moins tu as de bruit numérique. Plus tu les augmentes, plus tu as du bruit. À savoir que du coup, quand tu filmes en intérieur ou dans des zones un peu moins bien illuminées, tu es obligé de monter tes ISO. Donc là, c'est à toi de connaître ton appareil pour savoir jusqu'où tu peux monter avant que ça soit dégueulasse. Il te reste du coup le troisième angle, le troisième sommet de ton triangle d'exposition, c'est la vitesse d'obturation. Et là, une règle que tu vas souvent entendre, c'est il faut avoir une vitesse 2 fois plus grande que ton nombre d'images secondes. C'est pas le cas. Il ne faut pas. C'est une norme, c'est quelque chose que tu vois très souvent au cinéma et à la télévision, mais en soi, il ne faut pas. Si tu sais pourquoi est-ce qu'on a cette règle-là, je vais t'expliquer juste après si jamais tu ne le sais pas, tu peux y déroger pour avoir un rendu tout à fait différent. Mais en soi, il ne faut pas. Je te fais pas une vidéo entière dessus, donc je vais essayer d'aller assez vite, mais au tout début du cinéma, quand on avait des films muets, donc où les gens ne parlaient pas, on filmait en 16 voire 18 images secondes. Pourquoi est-ce qu'on ne filmait pas plus bas? Tout simplement parce qu'en filmant plus bas, le cerveau ne faisait pas le lien entre les différentes images, il n'y en avait pas assez en une seconde, et donc du coup il n'y avait pas cette persistance rétinienne qu'on pouvait avoir. En filmant à 16 ou 18 images secondes, le cerveau faisait les liens entre chaque image, entre ce mouvement-là et ce mouvement-là, il faisait le lien, et donc du coup, on n'avait plus cette impression d'image, de stop motion, d'images les unes après les autres, mais vraiment d'un film, d'un mouvement fluide totalement. Quand on a commencé à avoir de la parole dans les films, la parole venant de la bouche ayant un mouvement plus rapide que le reste, on a dû augmenter le nombre d'images secondes, on est donc passé de 16 à 24 images secondes, de façon à avoir cette persistance rétinienne. Là, tu vois que je parle et tu as l'impression que c'est un mouvement fluide, or ce ne sont jamais que des images les unes à la suite des autres. 24 images par seconde, c'est donc vraiment la base pour avoir cette persistance rétinienne entre chaque image, et donc du coup avoir cette impression de fluidité entre chaque image. Mais donc du coup, pour entretenir cette impression de mouvement entre chaque image, il faut un flou de mouvement entre chaque image de façon à avoir cette impression de mouvement, cette impression de fluidité. Et ce flou de mouvement, tu l'as en doublant ta vitesse par rapport à ton nombre d'images secondes. On va faire un exercice tout simple, alors le fais peut-être pas si jamais tu es en public ou des choses comme ça, mais en soi, pourquoi pas. Prends simplement un crayon, un bic ou en soi même ton doigt, tu le prends devant toi, et sans le lâcher, tu vas le secouer très très vite. Regarde ton crayon, pas moi. Normalement, si t'es pas bionique, tu vois le début du mouvement et tu vois la fin du mouvement. Mais entre les deux, tu n'arrives pas à avoir le crayon. Tu vois juste le mouvement du crayon. Et c'est pareil sur la vidéo, ici, donc j'ai mon moniteur à côté. J'ai 1/50 de seconde pour 24 images secondes, donc c'est plus ou moins le double. Tu vois du coup le mouvement entre les deux. Tu vois la fin, tu vois le début, mais tu vois pas ce qu'il y a entre les deux. Si j'augmente mon nombre d'images secondes, comme sur cette séquence-ci, ici je suis à 1/500 de seconde pour 24 images secondes, donc ma vitesse est 20 fois plus élevée que mon nombre d'images secondes. Si je refais le même mouvement, tu vas voir le crayon beaucoup plus distinctement entre chaque mouvement. En soi, comme je t'ai dit, rien ne t'empêche de le faire dans tes productions, pourquoi pas? Mais il faut bien être conscient que cette règle n'est pas la norme, c'est pas ce que tu vois au cinéma, à la télévision et en général, mais donc du coup tes spectateurs vont se dire, il y a un truc pas normal dedans. C'est un choix, ça peut être un choix artistique, ça peut être ton choix en tant que réalisateur de ne pas faire comme d'habitude et de ne pas suivre cette règle, mais il faut en être conscient, ça te donne un aspect autre que la norme. Mais donc du coup, ce flou de mouvement, tu l'obtiens en ayant une vitesse 2 fois plus élevée que ton nombre d'images secondes.
Donc du coup, on fait rapidement un petit cours de maths. 24 x 2, ça te donne 48. Ton appareil ne te propose pas un 48e de seconde, sauf certains appareils spécifiques. Je pense que le GH5 le fait, mais je suis pas sûr. Du coup, tu te mets sur un 50e de seconde et c'est très bien. Mais pareil, quand tu te mets à 60 images secondes pour faire un ralenti x2, tu peux avancer ta vitesse à 1 125e de seconde. Pareil, quand tu te mets à 120 images secondes, mets-toi à 1 250e de seconde. Voilà, tu fais x2 et approximativement, tu te mets au plus proche suivant ton appareil. Voilà, la vitesse d'obturation, c'est fait. Ah, fou. On passe maintenant du coup à la résolution de ta vidéo, et là ça dépend de ton appareil. Certains proposent du 4K, d'autres non. Moi le mien le fait, et je t'avoue que je filme toujours en 4K, sauf pour une seule chose dont on va parler juste après. La 4K, pourquoi est-ce que j'utilise? Déjà parce que je diffuse en 4K. Effectivement, depuis septembre l'année passée, toutes mes vidéos sur YouTube sont en 4K. Je pense ne pas me tromper en disant ça, je pense qu'elles sont toutes en 4K. Donc du coup, je filme en 4K. Si jamais tu diffuses en 1080p, je t'invite quand même à tourner en 4K pour plusieurs raisons. Déjà, le fait de downsizer, de prendre ton fichier 4K et de le réduire en 1080, ça va compresser un petit peu tout ça et ça va rendre du coup une meilleure netteté dans ton image. Ça va donner une meilleure image, je trouve, une plus belle image. Deuxièmement, si tu veux faire un petit peu d'After Effects dessus, si tu veux faire un petit peu d'effets spéciaux ou juste le fait de stabiliser ton image en post-production, le fait d'avoir une image plus grande, en tout cas avec plus de pixels dedans, va te permettre d'avoir plus d'informations et donc tu pourras avoir une plus belle image en 1080p. Tu auras plus de matière en gros à travailler. Pareil pour la colorimétrie, pareil pour plein de choses. Je te disais juste qu'il y a un seul moment où je ne filme pas en 4K, c'est quand je suis à 120 images secondes. Mon Sony A7 III ne propose pas le 120 images secondes en 4K. C'est bien dommage, mais je ne sais pas si le Sony A7S III le fera, mais soit. Du coup, je tourne en 1080p 120 images secondes et sincèrement, tout le monde le fait. J'étends mon image, je prends ce fichier, cette image en 1080, je l'étends en 4K pour le mettre dans une séquence 4K. Et personnellement, ça ne me choque pas et j'ai pas l'impression que ça vous choque, sinon vous me l'auriez déjà dit. On passe maintenant du coup à l'autofocus. Alors, l'autofocus, ça dépend totalement de la marque de ta caméra et ça dépend même plus précisément du modèle de ta caméra. Moi ici, avec mon Sony A7 III, je filme toujours en autofocus continu. Il n'y a pas d'AF simple, je pense, sur le mode vidéo. J'en suis très content, j'ai mis la reconnaissance de visage et il fonctionne parfaitement. Je peux m'éloigner, il fait le focus. Je peux me rapprocher, il le fait aussi. Et là, tu vois bien que je transpire et qu'il fait 40 degrés. Si tu es chez Canon, leur autofocus, dont j'ai oublié le nom, le dual focus, fonctionne très très bien. Chez Nikon, j'ai encore jamais testé leur nouvel autofocus. L'autofocus de chez Panasonic, depuis la dernière mise à jour, depuis un an à peu près, fonctionne excessivement bien également. Bref, à toi de connaître ou non ton autofocus. Au niveau de ton image, il reste quand même deux choses dont on n'a pas parlé. La première du coup, c'est ta balance des blancs. Pour moi, c'est quelque chose que tu dois fixer, de nouveau, comme en photo, lors de la prise de vue et pas après. Tu peux toujours le faire par après, mais ça donne pas le même rendu. La balance des blancs, c'est en gros avoir une image plutôt chaude ou plutôt froide. Et ce qu'on essaye, c'est d'avoir un blanc qui reste blanc. Pas qu'il soit tiré vers le bleu, pas qu'il soit tiré vers le jaune. Donc ce que tu cherches en fait, c'est d'avoir un blanc qui soit vraiment blanc, tout simplement. Après de nouveau, c'est une règle et elle peut être dérogée. Ici dans toutes mes vidéos YouTube, quand je tourne ici en studio, j'ai une balance des blancs plus chaude que la norme. Si tu regardes normalement, mon t-shirt blanc n'est pas blanc. Il doit être un peu plus jaune, il doit tirer un peu plus vers le jaune. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un rendu d'image, un rendu de couleur que j'aime beaucoup. Je le mets également dans mes photos, je fais des photos plutôt chaudes, plus que froides, puis c'est un rendu que j'aime bien, tout simplement. C'est une patte que je vais donner sur toutes mes créations, que ce soit vidéo ou photo. De nouveau, la règle veut que tes blancs soient blancs, mais après, tu fais ce que tu veux. Une fois que tu connais la règle et que tu sais pourquoi tu l'enfreins, vas-y, amuse-toi. Dernière chose, au niveau de ton image, il reste le profil colorimétrique. Alors là, de nouveau, c'est un sujet tellement énorme qu'on pourrait en faire une vidéo à lui tout seul. Mais ton profil colorimétrique, en gros, c'est le traitement que va appliquer ton appareil sur ton image, que ce soit photo ou vidéo. Mais ici, on va parler plutôt de la vidéo. Tu as des profils comme le log, que ce soit le C-log chez Canon, le S-log chez Sony, le F-log chez Fuji, le N-log chez Nikon, qui sont neutres, c'est-à-dire que tu vas avoir une image très grise, très décontrastée, mais avec pas mal d'informations, pas mal de dynamique, c'est-à-dire d'avoir de l'information partout, et que tu vas devoir retravailler après dans un logiciel de post-traitement, du style Adobe Premiere ou DaVinci Resolve. C'est une obligation de le travailler par après parce que ton image, en sortant du boîtier, va être dégueulasse. Vraiment. Mais donc du coup, soit tu as ces profils-là où tu vas devoir les travailler par après, mais tu auras beaucoup plus d'informations dans ton image, soit tu as des profils beaucoup plus simples à utiliser. J'ai pas dit que c'était une mauvaise idée de les utiliser, j'ai juste dit que du coup c'est beaucoup plus simple à utiliser, parce que tu vas avoir une très belle image à la sortie de ton boîtier, mais tu vas pas pouvoir la rattraper par après. Je te donne un exemple, regarde cette image-ci, elle est tournée avec un profil colorimétrique
simple à utiliser, dans le sens où je n'ai pas dû la retoucher par après. C'est tout de suite beaucoup de couleurs, une bonne saturation, de bons contrastes, mais comme tu peux le voir, le ciel est tout blanc, et donc du coup je ne sais pas le rattraper après en post-production parce que le fichier n'est pas prévu pour. Il n'y a pas assez d'informations dans l'image. Par contre, cette image-ci a été tournée en S-Log ou en C-Log, je ne sais plus, enfin bref. Et donc du coup, l'image de base est complètement grise, je dois la retravailler parce que l'image n'est pas belle du tout, je ne peux pas la diffuser comme ça. Mais à la fin, j'ai tellement d'informations dedans que je peux vraiment faire ce que je veux de l'image. Donc voilà, à toi de faire ton choix, soit tu prends le temps de bien la travailler par après, et ça peut prendre du temps, c'est de la colorimétrie, soit tu veux une image tout de suite belle comme tu la veux, en sachant que si jamais tu te trompes, tu ne pourras pas la rattraper par après. De nouveau, à toi de faire ton choix. Dernière chose que je te conseille pour parler de la vidéo, et on va s'arrêter là également pour aujourd'hui, c'est l'objectif que tu vas utiliser. Et là, comme en photo, ça dépend du rendu que tu veux. Soit tu prends un grand angle, comme ici, et en soi, pour te dire à quel point l'angle est grand, c'est que j'ai même pas besoin de tendre mon bras pour toucher la caméra, il est juste là, et pourtant, tu vois quand même pas mal d'informations. Soit tu prends un téléobjectif du style 50, 85 ou 105 mm, voire même plus, pourquoi pas. Ce qui va changer, comme en photo, c'est la compression que tu vas avoir, c'est la déformation, c'est ton angle de champ, bref, plein de petites choses. Mais si jamais tu filmes à main levée ou si jamais tu fais du vlog, spécificité de la vidéo, plus ton angle de champ est grand, donc plus tu as un objectif grand angle, 25, 20, 18, 14, 10 mm, pourquoi pas, moins ton image va trembler quand tu vas filmer à main levée, tout simplement parce que l'angle de champ est tellement grand que la vibration va être un peu réduite. Elles seront toujours là, bien évidemment, mais ça va être un peu moins choquant que si tu filmes à longue focale. Je t'invite à prendre un zoom du style ton 18-55 de kit ou n'importe quel objectif. Tu te mets au plus grand angle possible, regarde un peu ce que ça donne, et ensuite tu zoomes à fond sur n'importe quoi, et tu verras que les bords de ton image vont beaucoup plus trembler. Donc du coup, si tu cherches à stabiliser ton image, une des choses qui peuvent t'aider, c'est filmer avec un grand angle, 20-25 mm, à toi de voir. Il y a évidemment plein d'autres choses, comme utiliser un gimbal, utiliser ta sangle pour te caler, utiliser un appareil avec un capteur stabilisé, stabiliser ton image en post-production, bref, il y a encore plein d'autres choses que je pourrais t'apprendre sur la stabilisation, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Bref, j'espère que tu auras appris plein de trucs dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime, et pourquoi pas à partager l'épisode. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, et à la prochaine. Ciao!